Paul. Et au cœur de ce projet de réinvention, il y avait un outil incroyablement puissant, l'éducation. L'idée, c'était de faire table rase du passé. On effaçait les savoirs locaux, l'histoire locale, pour les remplacer. Et l'objectif, il n'était pas de former des esprits critiques ou des innovateurs, mais plutôt des intermédiaires, des rouages dociles pour l'administration coloniale. Et cette citation de Laurent Luanga, elle est terrible, mais elle illustre parfaitement l'impact de cette politique. Imaginez, votre propre histoire vous devient étrangère. Pour la connaître, il faut aller dans le musée de l'ancien colonisateur. C'est une déconnexion culturelle et historique absolument profonde. Sur le plan économique, le modèle était d'une logique implacable. On extrait les matières premières, on construit des infrastructures, oui, mais regardez bien comment. Les chemins de fer ne reliaient pas les villes entre elles pour créer un marché intérieur. Non, ils allaient des mines ou des plantations au port. Tout était tourné vers l'exportation, créant une dépendance qui bien sûr allait survivre à l'indépendance. Et tout ça, bien sûr, ça a eu des conséquences durables. Cet héritage a donné naissance à un État postcolonial qui était, dès le départ, en conflit fondamental avec les sociétés qu'il était censé diriger. Moussa Konaté l'explique très bien. C'est un vrai choc des loyautés. Dans les structures traditionnelles, la loyauté, elle va à la famille, au clan. La solidarité, c'est la base. Mais l'État moderne, cet État hérité de la colonie, il est vu comme une chose abstraite, lointaine, étrangère. C'était l'État des Blancs. Et même après le départ des Blancs, il est resté cette entité impersonnelle. Ça explique en partie pourquoi le bien public peut être négligé, alors que l'espace commun du village, lui, est parfaitement entretenu. Et puis,